Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Passion amoureuse et passion politique sont aujourd'hui au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous pouvez aussi ajouter tout simplement la passion de vivre et en l'occurrence de survivre, vous allez voir. Oui, c'est en effet dans le Médoc que vous nous entraînez cet après-midi sur les traces d'une femme d'exception. Et oui, celle qui deviendra Madame Tallien, née Teresa ou Thérésia selon les auteurs Cabarrus. Une des femmes les plus populaires de la Révolution, on l'a surnommée l'ange de la terreur. Un auteur audacieux a dit qu'elle avait étouffé la Révolution entre ses cuisses. Nous allons revivre des heures intenses aujourd'hui à ses côtés et en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel qui connaît si bien cette époque. Et puis après quoi nous irons visiter la région bordelaise. Et oui, la région bordelaise où se passe l'histoire d'aujourd'hui. Nous commencerons par la ville de Bordeaux, bien sûr, où magnifique. Teresa a laissé un souvenir fort. Nous y retrouverons Jean-Claude Fauveau qui vient de consacrer un ouvrage à la capitale de la Gironde au temps de la terreur. Et d'ailleurs, vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Vous pouvez également poser vos questions et réagir à cette émission. On attend vos messages. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Mars 1793, on a guillotiné le roi Louis XVI depuis 1 mois et demi et à Paris, l'agitation est à son comble. Tandis que commence la levée en masse pour aller combattre Anglais et Hollandais, les citoyennes de la toute jeune République ont pris l'habitude souvent de piller les épiceries. C'est pour fuir ce climat délétère à Paris que le marquis de Fontenay et sa femme cherchent à gagner Bordeaux à bord d'une grosse et confortable berline. Ils fuient une capitale où leur ci-devant titre les désigne comme des ennemis de la Révolution, une capitale où les décrets sans cesse plus inquiétants de la Convention nationale font craindre le pire à leurs semblables. À côté de Paris, Bordeaux, à l'époque, a encore l'air d'une ville à peu près calme, relativement épargnée, et les époux fugitifs vont s'installer grâce au frère de Madame de Fontenay, qui donc est né Cabarus, un nom synonyme dans la région de fortune et de pouvoir. Le père était banquier du roi d'Espagne. Enfin, on y reviendra dans un instant avec Emmanuel de Varesquiel. Donc, grâce au frère de Teresa, ils s'installent à Bordeaux. Je dis les jeunes époux, ils vont pas rester époux très longtemps parce qu'il y a de nouvelles lois sur le divorce à l'époque et ils sautent sur l'occasion pour divorcer dès le 25 avril. Monsieur de Fontenay, qui, entre parenthèses, va utiliser pour se faire des joyaux que lui a remis son ex-épouse, fuit à la Martinique. Quant à elle, Teresa Cabarus, eh bien, elle se dit que l'époque étant aux mœurs assez libres, et tout en ayant elle-même une sorte de nostalgie très chaude encore pour les mœurs voluptueuses de l'aristocratie du XVIIIe siècle, eh bien, elle se dit qu'elle va pouvoir mener la belle vie. Elle a été quand même élevée assez dans une forme de liberté. Vous savez, son père était un adepte de Jean-Jacques. Malheureusement pour elle, l'époque ne se prête plus vraiment au marivaudage. À Paris en juin, Robespierre et les extrémistes de la montagne ont balayé les modérés de la Gironde, dont beaucoup, comme leur nom l'indique, étaient d'ailleurs originaires du Bordelais. Bientôt, la Convention décrète la terreur et Maximilien de Robespierre, devenu tout puissant, entend purger la France des ferments de la contre-révolution. Ce n'est pas moi qui dis cela, ce sont ses propres termes, bien entendu. On envoie un petit peu partout, dans les provinces, on envoie des représentants de la Convention qui vont avoir pour tâche de faire en sorte que la Révolution soit protégée, soit défendue. Tous les ferments de la contre-révolution vont être gravement suspectés, notamment à Bordeaux, bien entendu. Alors le représentant à Bordeaux, c'est Jean-Lambert Tallien. Il arrive à Bordeaux exactement le 16 octobre 1793, ça ne s'invente pas, c'est le jour où, à Paris, on guillotine l'ancienne reine Marie-Antoinette. Donc, il arrive avec ses confrères à l'entrée de Bordeaux, arrivé en grande pompe, bien entendu, par la porte Sainte-Eulalie. Il faut imaginer ces jeunes hommes ombrageux, coiffés de chapeaux où vacillent des plumes tricolores. En vérité, Tallien n'a pas tellement le physique de l'emploi. D'abord, il est
Il est trop jeune. Il fait très jeune de physique. Il a 26 ans, mais il en paraît 15. Alors c'est vrai qu'il a une carrure d'athlète, mais un visage beaucoup trop doux, de grands yeux verts, un teint trop frais. Il est auréolé de boucles blonds vénitiens. Bref, il a plutôt les allures d'un joli cœur. Sauf que son cœur, au fond, est endurci. Il a toute une revanche à prendre, ce Talien. Il est le fils d'un cuisinier de l'ancienne noblesse. Son père servait un marquis. Il croit lui-même qu'il est enfant naturel, ce qui est peut-être le cas. Nous essaierons d'éclaircir la question. Il est plein de rancœur, plein de rancune contre les anciens maîtres, contre les possédants, et bien décidé à faire rendre gorge à ces gens-là, comme on dit à l'époque. En quelques jours, Talien et sa fine équipe vont mettre Bordeaux en coupe réglée. C'est la terreur. Et chaque jour, les 3 juges du tribunal révolutionnaire local envoient de pleines charretées de ci-devant, si j'ose dire, à la guillotine. Cette guillotine qu'on se met à appeler le rasoir national. Vous savez, le sang déborde des caniveaux de Bordeaux. Et bien sûr, dans cette bonne société bordelaise qui ne s'attendait pas à une telle terreur, c'est un véritable affolement. Tout de même, certains gardent la tête haute, si j'ose dire, et parmi eux, la belle, la pulpeuse Teresa Cabarrus. Il lui en faudrait davantage pour l'impressionner. D'abord, c'est une femme forte. Elle a cette espèce de caractère qui arrive à surmonter, vous savez, l'adversité. Elle a d'abord épousé les idées nouvelles, ne l'oublions pas. Elle a fait partie d'une loge maçonnique. Elle a longtemps cru à la Révolution. Et puis là, bien entendu, elle se rend compte de ce qui se passe. Et très vite, elle commence par prendre fait et cause pour la veuve d'un député girondin récemment guillotiné, Madame Boyer-Fonfrède, qui donc se languit dans sa prison, et Teresa n'hésite pas à lui rendre visite dans sa prison. C'est une imprudence incroyable, et d'autant plus tout de suite, elle se met à dénoncer les mauvaises conditions de détention de ceux qu'on a ainsi jetés en prison. Quelques jours plus tard, on découvrira des armoiries, de l'argenterie armoriée chez les Cabarrus. Ça suffit pour arrêter Teresa, qui donc est conduite au fort du A. On y reviendra tout à l'heure à cette vieille forteresse bordelaise qui a toujours été inventée, si je puis dire, par le pouvoir central parisien pour contrôler Bordeaux, ce fort du A. On pourrait penser que le sort de Teresa est scellé, que pour elle, c'est tout simplement la fin. Oui, mais ça, ce serait bien entendu mal la connaître.
Un extrait de la suite orchestrale très passionnée Mascarade de Aram Khachaturian à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est encore une histoire passionnante que vous nous racontez aujourd'hui, Franck. Nous suivons Teresa Cabarrus, alias la Tallien, ou Notre-Dame de Bon Secours, qui a eu une influence considérable pendant la Révolution. Pourtant, on a l'habitude, et j'en fais partie, on a l'habitude de penser que la Révolution française était uniquement une affaire d'hommes. Mis à part Madame Teresa Cabarrus, est-ce qu'il y a eu d'autres femmes qui ont été impliquées comme ça dans les tumultes de la Révolution et qui ont joué un rôle crucial ? Il y a eu bien sûr des femmes qui ont joué un rôle important. Alors on cite toujours les mêmes, évidemment Olympe de Gouges, évidemment Théroigne de Méricourt. Il ne faudrait pas oublier Madame Roland, à laquelle nous avions consacré une émission il y a quelque temps, puis Germaine de Staël bien sûr, et puis Charlotte Corday dans un autre registre. Donc oui, il y a eu pas mal de femmes qui ont joué un rôle important dans la Révolution. Peut-être que finalement aucune n'a joué un rôle aussi décisif que Madame Tallien. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes, car elle va jouer un rôle absolument essentiel dans un des événements les plus essentiels, les plus dramatiques de la Révolution. Pour comprendre ce rôle de Teresa Cabarrus, il faut avoir une idée de son physique. Il faut que vous sachiez, elle est d'origine espagnole, on y reviendra tout à l'heure. Elle a une chevelure noire soyeuse absolument magnifique, qu'elle coiffe à la Titus selon la mode de l'époque, une peau blanche immaculée, soyeuse, des yeux bruns absolument incroyables. Elle est magnifique. Ça se voit même sur les portraits qu'on a d'elle. Elle a un sourire ensorcelant, bref, elle est tout simplement magnifique, renversante de beauté. C'est ça qui compte, parce que lorsqu'elle est enfermée, justement, lorsqu'elle est en prison à Bordeaux, elle va demander à parler aux citoyens talliens, au fameux Jean-Lambert Tallien. Et elle explique qu'elle a des confidences très importantes à lui faire. Et il va la recevoir. Alors là, la grande question qui se pose, c'est de savoir si, oui ou non, ces deux-là se connaissaient auparavant. Plus tard, elle dira qu'elle connaissait Jean-Lambert Tallien depuis longtemps, qu'elle l'avait rencontré avant la Révolution dans l'atelier de Madame Vigée-Lebrun. À l'époque, il était un petit secrétaire, il apportait des épreuves à l'écrivain Rivarol. Et puis, Tallien étant devenu le secrétaire de Monsieur de Lameth, et elle étant amie de Madame de Lameth, un jour, le jeune homme se serait vu prier de cueillir des roses pour la belle visiteuse, et au moment d'offrir le bouquet, il aurait demandé la permission de conserver pour lui une rose. Enfin, tout ça est très joli, et c'est à l'eau de rose, c'est le cas de dire. Pour tout vous dire, la plupart des historiens mettent en doute cette version officielle, qui aurait plutôt été inventée après coup pour justifier qu'une dame de la condition de Madame, de Teresa Cabarrus, de Madame de Fontenay, ait pu se lier si vite avec un parfait inconnu issu du peuple. Mais que voulez-vous, à la guerre comme à la guerre, ou plutôt à la révolution, puisque là il s'agit de révolution, Teresa va séduire le jeune conventionnel qui, je vous l'ai dit, est plutôt joli garçon. Voilà ce qu'elle dit. Elle nous en donne la description dans une lettre à la marquise de la Tour du Pin. Elle dit hardiment: je levais les yeux sur le monstre, parce que bien sûr aux yeux de tous les Bordelais de la bonne société c'est un monstre. Je ne l'avais pas encore regardé. Devant moi, je vis un homme de 25 ans d'une jolie figure qu'il cherchait à rendre sévère. Une forêt de boucles blondes s'échappait de tous côtés sous un grand chapeau militaire surmonté d'un panache tricolore. Il était vêtu d'une longue redingote serrée de gros drap bleus, par-dessus laquelle pendait un sabre en baudrier croisé d'une longue écharpe de soie aux 3 couleurs. Bref, il lui plaît plutôt, disons les choses. Alors, il est assez beau, Tallien, mais il est mal dégrossi. Il faut imaginer des manières pour le moins frustes. Qu'importe, il est pour l'heure le maître de la grande ville. Il est surtout le maître des destinées des prisonniers dont fait partie Teresa. Et disons-le, elle se jette dans ses bras, elle devient sa maîtresse. Et du coup, la voilà de nouveau libre de ses mouvements, bénéficiant même, disons-le, d'une position tout à fait éminente dans cette ville de Bordeaux complètement affolée et meurtrie. Ils vont bientôt habiter Cour Franklin, c'est l'actuelle cour de Verdun à Bordeaux, un appartement assez cossu. Nous irons le visiter tout à l'heure, si vous le voulez, cet appartement. Grand décor, train de maison important, bonne chère. On soupe chez Tallien et chez sa maîtresse dans des assiettes en argent, etc. Cette société de Tallien me répugne, écrit-elle dans un autre billet à une de ses amies, mais c'est le seul moyen de contenter ma soif de parvenir. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas seulement
savez, on aura tendance souvent à présenter Teresa comme une femme qui se dévoue en quelque sorte pour sauver ses semblables. C'est surtout quelqu'un qui est dévoré d'ambition, qui veut profiter de la circonstance. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, les arrestations, les jugements expéditifs se poursuivent, la guillotine n'arrête pas et Teresa passe aux yeux d'un certain nombre pour la complice des bourreaux. Elle ne l'est qu'en apparence, parce qu'en vérité, elle va user de toute son influence pour essayer de calmer les choses. La belle maîtresse du proconsul ne perd pas une occasion de plaider en effet la cause des victimes. Talien est transi d'amour pour elle, et il ne lui refuse rien. Il l'appelle Tellita, c'est son surnom à l'espagnol, si je puis dire. Elle va donc tenter, dans la mesure du possible, de limiter les conséquences des ordres donnés par le représentant du peuple. En même temps, on la voit intervenir en faveur d'un certain nombre d'abord de parents et d'amis, et puis petit à petit de toutes sortes de personnes qui viennent tout simplement lui demander son aide. Dans cette période, écrira-t-elle, je ne me suis pas couché un seul soir sans avoir sauvé au moins une vie. Et bien sûr, ça se sait. On sait qu'il y a auprès du bourreau, auprès du monstre, dans son intimité même, une femme qui est devenue la bienfaitrice de Bordeaux et que l'on va solliciter. Elle en profite pour toucher des commissions, des dessous de table. Elle institue un véritable bureau des grâces dans lequel elle s'enrichit littéralement. Alors, est-ce que pour autant elle ne s'intéresse qu'aux gens fortunés capables de payer les bons services, les bons offices dont elle est capable? Non, puisqu'à côté de ça, on la voit aider des personnes dans la nécessité, des personnes pauvres, etc. L'attitude de Teresa dans cette période de la terreur à Bordeaux est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait penser. Par exemple, un jour, elle accepte un très beau cadeau de la part de Talien, qui est une montre Breguet à mouvement perpétuel, enfin une merveille absolue, qui vaut une fortune. Mais on apprend que la montre en question, elle a été saisie à l'ancien maire de Bordeaux, Sage, qui lui a été guillotiné. Vous voyez... Et en même temps, c'est un fait incontestable, alors que à Paris, à Lyon, dans pas mal de grandes villes, on voit augmenter chaque jour le nombre des guillotinés. À Bordeaux, il diminue. Dites-vous qu'en février 1794, il n'y aura que 10 guillotinés à Bordeaux, ce qui est vraiment peu pour l'époque, hein, et 8 seulement en mars. C'est comme ça que peu à peu, Teresa va gagner ce surnom de Notre-Dame de Bon Secours. Elle obtient aussi la suppression du comité de surveillance. Vous voyez, elle va relativement loin. Et d'ailleurs, elle n'accepte plus d'avoir sous ses fenêtres cette guillotine qui néanmoins est le symbole de la terreur. Elle dit qu'elle ne viendra plus voir cette guillotine. Eh bien, lui répond Talien, dans ce cas, nous nous verrons chez vous. À Paris, le manque de zèle de Talien et puis aussi le genre de vie qu'il mène avec sa maîtresse à Bordeaux alimente les bruits de couloir. On commence à s'inquiéter et il y a dans l'entourage de Robespierre, notamment la personne chargée de la police spéciale de Robespierre qui s'appelle Taschereau, il y a un certain nombre de personnes qui commencent à vouloir étudier de plus près le cas de Talien et de sa maîtresse. C'en est fini pour eux des jours insouciants. Aujourd'hui, Franck Ferrand vous fait découvrir les bons secours de Madame Talien. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Et à cette occasion, nous allons découvrir ensemble le patrimoine du Médoc. Alors pour avoir un avant-goût de cette balade bordelaise sur les traces de l'une des femmes les plus célèbres de la Révolution, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire où il y a de très belles photos à découvrir. Vous pouvez également poser vos questions et réagir à cette émission. On attend vos messages. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, c'est une femme qui est au cœur de l'histoire, l'une des plus célèbres femmes de la Révolution. Elle a permis à des centaines de prisonniers d'échapper à la guillotine. Nous sommes du côté de la région bordelaise et vous nous parlez de Madame de Bon Secours, Madame de Talien. Teresa Cabarrus, devenue Madame de Fontenay, qui bientôt deviendra Madame Talien. Pour l'instant, elle est toujours à Bordeaux. Son amant est parti à Paris pour essayer de se justifier devant Robespierre. Ça se passe assez mal, pour tout vous dire. Robespierre ne s'intéresse pas tellement à ce fantoche de Talien, mais tout de même, il y a autour de lui un certain nombre de personnes qui voudraient bien le faire décréter d'arrestation, et on voit Talien se défendre, etc. Robespierre va prendre une mesure assez incroyable, d'ailleurs. Il interdit la fréquentation des grands ports, des ports de France, aux ci-devant aristocrates. Le but, c'est d'empêcher l'émigration, bien entendu. Mais le décret a été pris spécifiquement pour ennuyer
Teresa Cabarrus, qui d'ailleurs va être obligée de quitter Bordeaux avec son Sigisbée du moment, parce qu'elle a des amants, j'ai pas eu le temps de tout vous raconter, mais elle n'est pas d'une fidélité à Tallien absolument irréprochable. Elle circule avec un jeune homme qui s'appelle Jacques Guéry, et les voilà partis à Versailles, où ils vont être décrétés tous les deux d'arrestation le 22 mai 1794. Et voilà comment Teresa se retrouve à la prison de la Force, avec un traitement terrible. Ensuite, on l'envoie à la prison des Carmes, et c'est là qu'elle va faire, tenez-vous bien, la rencontre d'une certaine Joséphine de Beauharnais. Pendant ce temps-là, Tallien se demande s'il ne faudrait pas renverser Robespierre. Il hésite, jusqu'au jour où Robespierre va faire son propre malheur, si je puis dire. Le 25 juillet de cette année 1794, donc le 7 Thermidor, il lâche l'ordre funeste. Teresa est condamnée d'avance. Sauf qu'elle est condamnée à mort très vite par le tribunal révolutionnaire. Il faut qu'elle soit guillotinée. Mais comme elle est Teresa Cabarrus, elle arrive à ensorceler l'administrateur de police qui est chargé de procéder à son transfert. Elle réussit donc à transmettre à Tallien un billet sur lequel elle lui dit qu'elle va mourir, et qu'elle va mourir à cause de lui, parce qu'il est lâche, parce qu'il n'a pas été capable de mettre un terme à ce régime de la terreur, etc. Et Tallien, qui jusqu'alors avait tant hésité, Tallien va trouver dans ce billet la force de s'opposer à Robespierre, et c'est la célèbre séance à la Convention du 9 Thermidor. Vous savez, Tallien qui monte à la tribune: je demande la parole pour une motion d'ordre. Et alors ça y est, on commence, les langues se délient, on commence à accabler Robespierre, qui veut se lever pour faire le discours qu'il avait l'intention de prononcer. Les conspirateurs viennent de se démasquer, dit Tallien. Empoignade à la tribune, Tallien sort un couteau en expliquant, en disant: eh bien, puisque la Convention n'a pas le courage d'arrêter cet homme qui fait le malheur du peuple, eh bien moi je vais le faire, etc. Alors on connaît bien sûr l'apostrophe célèbre de Robespierre disant au président de l'Assemblée: enfin président d'assassin, pour la dernière fois je te demande la parole. On ne la lui donne pas, la parole. Partout tout le monde crie accusation, arrestation. C'est la chute de Robespierre, et c'est le sursis pour Teresa. Vous voyez comment l'amour d'une femme peut parfois faire basculer l'histoire. C'est le 12 Thermidor seulement que Tallien va se présenter à la prison des Carmes pour aller libérer la belle Tellita, comme il l'appelait, et Joséphine par la même occasion, et un certain nombre d'autres, bien entendu. On dit qu'ils n'ont même pas attendu de rentrer chez eux. Ils ont passé la nuit la journée et la nuit suivante dans le lit du concierge de la prison, dit-on, vous voyez. Et puis, ça va être à partir de là, oui, des retrouvailles très heureuses. Et pour celle qu'on appelle désormais Notre-Dame de Thermidor, alors pour elle, c'est le début d'une vie incroyable et étourdissante dans ce régime du Directoire dont j'ai eu l'occasion de vous parler. On pourrait s'imaginer à partir de là que la grande destinée de Teresa est accomplie, qu'elle n'ira pas plus loin. Oh, vous allez voir, je vous réserve encore, en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel, un certain nombre de surprises. Bonjour cher Emmanuel, merci d'être avec nous. Nous allons voir avec vous ce qu'est devenu Teresa Cabarrus et surtout d'où elle venait, parce que moi je l'ai prise seulement en cours, cette existence extraordinaire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire de la Révolution, avec le destin incroyable de cette femme, Teresa Cabarrus, devenue Madame Tallien. Vous venez de nous raconter une partie de sa vie, mais sa vie est riche et on va en parler avec votre invité. Franck, vous recevez Emmanuel de Varesquiel. Il est historien, professeur à l'école pratique des hautes études, spécialiste du 19e siècle. Et des tout débuts, en l'occurrence du 19e siècle, la fin du 18e, Emmanuel de Varesquiel, Madame Tallien a été libérée grâce à la chute de Robespierre. Est-ce que si Robespierre n'avait pas condamné celle qui allait devenir Madame Tallien, elle n'est pas encore, d'ailleurs elle va épouser Tallien après oui. Sortie de prison. Ouais. Est-ce que si Robespierre n'avait pas condamné Teresa, il aurait pu rester au pouvoir? Est-ce que Tallien aurait trouvé le courage de s'affronter aussi directement à sa personne? On éprouve toujours le besoin de créer de la romance sur la trame de la Révolution. Les choses sont infiniment plus complexes. Et puis, dans la conspiration, entre guillemets,
qui fait tomber, en tout cas l'insurrection parlementaire qui fait tomber Robespierre le 9 Thermidor, il n'y a évidemment pas que Tallien. Il y en a un que je connais bien qui est Fouché, n'est-ce pas, et qui tire les fils dans la coulisse. Et puis beaucoup d'autres, et puis Barras, et puis Cambon. Alors tous ces hommes, et Fouché, et Cambon, et Barras surtout au premier chef, Teresa va les ensorceler d'une manière ou d'une autre. Elle devient un peu l'égérie du nouveau régime qui se met en place bientôt, qui va être le directoire, régime complètement décadent. Nous avons l'occasion d'en parler un certain nombre de fois, où la population est dans la misère, mais où une certaine élite s'amuse beaucoup. Et à la chaumière, comme on appelle la demeure des Talliens, on s'amuse particulièrement, il faut le dire. Hein. Oui, on a prêté beaucoup d'amants à Teresa, qui devient Teresa Tallien, entre autres, en particulier Barras lui-même, hein, le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris, comme disait très méchamment Talleyrand, et puis bien sûr l'un de ceux qui vont le plus compter dans sa vie, qui est Ouvrard, mais il faut essayer d'expliquer, ce grand financier qui aura maille à partir avec Bonaparte, puis surtout avec Napoléon, sera emprisonné à plusieurs reprises et qui mènera probablement les spéculations financières les plus époustouflantes du consulat et de l'Empire. Mais Ouvrard est très lié à l'Espagne, à la dette espagnole, aux banques espagnoles. Et n'oublions pas que Teresa est la fille du fondateur de la Banque Saint-Charles à Madrid, qu'il a été le banquier du roi d'Espagne. Et donc, les liens qui ont existé, qui vont devenir sentimentaux entre Ouvrard et Teresa Tallien, sont évidemment des liens également financiers, d'intérêt et d'affaires. Tout ceci est parfaitement mêlé. Vous parlez d'Ouvrard parce qu'il va devenir bientôt le mari de Teresa, parce qu'elle se détourne assez vite de Tallien. L'amant. Ouvrard était marié, mais il lui a quand même fait 4 enfants. C'est ça. Elle dira, sans avoir été reine, j'ai vécu dans un tourbillon assez semblable à celui qui entoure les trônes. C'est vrai que sa vie est d'une richesse folle. C'est un roman, disait-elle. Hein, c'est vrai. Et c'en est un véritablement. Alors elle divorce en 1802. De Tallien. Tout en étant la maîtresse d'Ouvrard. Que va-t-il devenir Tallien? Juste un mot sur lui. Il s'en va, il devient consul à Alicante. Il finit par être méprisé de tout le monde. Il accompagne Bonaparte à l'occasion de son expédition d'Égypte, comme directeur des domaines, si mes souvenirs sont bons. Et puis, à son retour, il est fait prisonnier par les Anglais. Il rentre d'Angleterre, de Londres, je crois, en 1801 ou 1802. Et Bonaparte, avec un certain mépris, l'envoie consul à Alicante. Ensuite, à Alicante, il tombe malade, il rentre en France, touche la pension de consul jusqu'en 1814. Il va mourir en 1818 absolument méprisé de tous. Mais il a subi de nombreuses attaques. Il a revu Teresa en 1815 au moment du mariage de leur fille, parce qu'ils ont eu une fille qu'ils avaient appelée Thermidor et qui finalement... Rose Thermidor, dont la marraine sera Joséphine de Beauharnais. Ah, voilà, c'est quand même assez étonnant. Femme de Bonaparte. Incroyable. Alors donc, maintenant, Madame Tallien vit avec Ouvrard, et puis petit à petit, et bien qu'elle ait quand même perdu beaucoup de sa beauté, mais sans doute rien de son charme, puisqu'elle va tourner la tête du comte de Caraman-Chimay, le fils du prince de Chimay, qui d'ailleurs s'oppose totalement à une union de son fils avec cette espèce de personnage, de créature, n'est-ce pas? Qu'importe, le comte de Caraman-Chimay va finalement élire Teresa. C'est assez extraordinaire, cette histoire. Elle va finir en princesse de Chimay. C'est absolument c'est proustien comme destin. Hein, en ayant encore, d'ailleurs, je crois, 3. Elle aura eu 11 enfants, dont 2 sont morts en bas âge, 9 survivants, et 3 avec le comte de Caraman. Elle finira sa vie dans cette propriété incroyable, à Chimay, bien sûr, de la Belgique, à Chimay. Elle sera proscrite tout de même par Bonaparte de la cour consulaire puis impériale pour mauvaises mœurs au fond. Hein. Bonaparte a essayé de réorganiser et d'assainir les mœurs françaises un peu perturbées par les années du Directoire. Et donc elle se retire et elle mène... elle deviendra une dame pieuse comme souvent. Exactement. Hein, exactement. C'est le sort des courtisanes généralement de finir en dame de charité. Courtisane mais repentie. Mais repentie, voilà, exactement. Elle meurt le 15 janvier 1835 seulement, donc sous la monarchie de Juillet, sous le règne
compagne de Louis-Philippe. Quelle vie invraisemblable. Alors, ce que nous n'avons pas vu pour l'instant, c'est comment elle avait commencé cette vie. D'où venait-elle, cette petite Teresa ? Elle était madrilène, elle était donc la fille de François, l'une des filles de François Cabarrus. Elle vit dans la région, dans une très belle propriété. Cabarrus, qui est un petit banquier de Bayonne au départ, assez modeste, va faire fortune à Madrid comme le banquier du roi d'Espagne. Et comme l'inventeur ou l'un des cofondateurs de la Banque Saint-Charles, qui sera l'une des plus importantes banques d'affaires, on peut dire ça comme ça, autour de la question des piastres espagnols, des piastres d'Amérique du Sud, entre autres, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il mènera d'ailleurs des spéculations si hardies qu'il en pâtira en goûtant un peu de la prison, en Espagne même, à Madrid, en 1793-1794. Pas pour des raisons politiques comme Teresa à Bordeaux, mais pour des raisons de spéculation financière. Mais comment se retrouve-t-elle dans la région bordelaise, elle ? Elle se retrouve parce qu'elle est conduite à Paris pour son éducation. Elle se rend à Paris depuis Madrid avec sa mère. Dans les années 80, on lui fait rencontrer le futur marquis de Fontenay, qu'elle épouse en 1788, avec laquelle elle a un enfant. Et très 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 vite, les relations qu'elle entretient avec ce premier mari, elle aura donc 3 maris au cours de sa vie tumultueuse. Les relations qu'elle entretient avec ce premier mari battent un peu de l'aile. On lui prête beaucoup d'amants dès la fin de l'Ancien Régime, dès la fin des années 1780. Entre autres, Alexandre de Lameth, dont vous avez parlé, elle est assez proche de futurs conventionnels comme Lepelletier de Saint-Fargeau, dont on dit qu'elle a été sa maîtresse aussi, et Condorcet. Et ceci nous conduit je crois, à ce qui est le plus intéressant chez elle, c'est la façon dont elle s'inscrit. N'oublions pas que c'est une femme en révolution, et que la révolution, c'est quand même la revanche des hommes sur les femmes. Hein. Souvenez-vous du mot de Vigée-Lebrun, les femmes régnaient, la révolution les a détrônées. Et pourtant, elle s'inscrit dans un mouvement féminin, soucieux, et qui a toujours montré son intérêt depuis la fin du XVIIIe jusque dans la première moitié du XIXe, son intérêt pour l'éducation, et en particulier l'éducation des jeunes filles, depuis Madame Campan jusqu'à Madame de Duras ou d'autres encore, ou Madame de Staël. Et au cours de sa période révolutionnaire et des rapports très intime qu'elle entretiendra avec Tallien, notamment à Bordeaux, elle va par exemple se soucier de cet aspect éducatif qui est un des aspects essentiels de la Révolution. Hein. Fouché en a été un peu l'apôtre à Lyon, et la future Madame Tallien va prononcer à l'occasion d'une grande fête qui est donnée au Temple de la Raison à Bordeaux le 31 décembre 1793 pour fêter aussi la prise de Toulon par les armées de la République contre les Anglais. Elle va prononcer ce qu'elle appelle une esquisse de discours sur l'éducation de la jeunesse, qui est extrêmement intéressant dans la mesure où elle fait partie de ceux qui disent que la jeunesse, que les jeunes hommes et les jeunes filles doivent être confiés à l'État avant d'être de la responsabilité de leurs parents. Et ça, c'est un trait majeur de tous les plans d'éducation. Elle a été très proche de Condorcet, de Lepelletier de Saint-Fargeau, qui, ne l'oublions pas, ont proposé des plans d'éducation à la Convention eux-mêmes en 1793. Madame Tallien, éducatrice, voilà un aspect que nous ne soupçonnions pas et qui est très important. Vous avez raison de le souligner, Manuel de Vareskel.
extrait de la sonate pour violon en mi mineur de Mozart sur Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un incroyable destin que vous nous racontez aujourd'hui, Franck Ferrand, avec votre invité. Vous recevez Emmanuel de Varesquiel, historien, professeur à l'école pratique des hautes études et spécialiste du 19e siècle. Nous parlons des bons secours de Madame Tallien. Et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Vous le savez, vous pouvez poster vos messages et poser vos questions sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook. Alors, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. La Teresa nous pose des questions sur les origines précises de l'autre Teresa, oui, si je puis dire. Kevin nous demande pourquoi Robespierre était à ce point sans pitié. Vous avouerez que ça demanderait une longue émission d'essayer de répondre à une telle question. Parce qu'il était le peuple. Et c'est ça, il se sentait l'être en tout cas, hein, c'est ça. Et il a réuni au fond il a été au centre d'un paradoxe qui est celui d'une part de la démocratie directe, c'est-à-dire les sections parisiennes, c'est-à-dire le club des Jacobins, et de l'autre, la représentation nationale, c'est-à-dire la Convention. À un moment donné de son existence, il a incarné les deux. Nous parlions des souvenirs de la duchesse d'Abrantès et de l'image qu'elle donne de Teresa Cabarrus le jour de son fameux discours dont vous parliez sur l'éducation et sur l'instruction. Une pétition envoyée à la Convention par Teresa en avril 1794, dans laquelle elle plaide le travail des femmes, entre guillemets, des jeunes filles, dans les hospices, les hôpitaux et les établissements de charité. Et elle a un passage qui est quasiment aussi beau que ce qu'écrit Madame de Staël pour défendre la reine Marie-Antoinette dans cette petite brochure qu'elle publie à peu près au même moment. Donc elle s'est intéressée à l'éducation des jeunes femmes depuis leur plus tendre enfance, depuis l'école, jusqu'à leurs années d'adolescentes. C'est bien de souligner cet aspect parce que il faut que Madame Tallien entre aussi dans l'histoire pour les bonnes raisons, Emmanuel de Varesquiel. Teresa Cabarrus et la terreur à Bordeaux, c'est le titre d'un ouvrage qu'a fait paraître cette année Jean-Claude Fauveau, qui est en liaison avec nous depuis Bordeaux. Bonjour Jean-Claude Fauveau. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes allé notamment sur place retrouver les traces de Teresa Cabarrus, car elle en a laissé à Bordeaux. Où peut-on trouver son souvenir dans la capitale girondine ? D'abord une chose, Franck, c'est qu'on appelle à Bordeaux Thérésia Cabarrus. Alors oui, voilà. Et non pas Teresa, parce qu'elle signe Thérésia Cabarus Fontenay. Et alors on trouve sa trace un peu dans 3 ou 4 endroits très différents, mais très proches les uns des autres. Elle est arrivée à Bordeaux, vous posiez la question tout à l'heure, pour retrouver un de ses oncles, qui est un grand amateur de Bordeaux, qui s'appelle Dominique Cabarus. C'est une des premières fortunes de Bordeaux. Et elle va s'installer chez lui, rue Neuve, qui est une toute petite rue, mais qui a été la rue des grands parlementaires de Bordeaux. La rue Neuve, qui s'appelait à cette époque-là la rue Vivre libre ou mourir, puisque vous savez qu'on a débaptisé. Oui, on avait rebaptisé les rues de Bordeaux. Voilà. Il en reste des traces, le logis est toujours là, oui. On voit la maison très bien, on voit très très bien la maison. Alors là, elle va vivre la vie à grande guide qu'elle aimait, c'est-à-dire d'amour mais pas d'eau fraîche. et elle va trouver 2 amoureux qui vont être saisis d'amour pour elle, un certain Colbert et un certain Lamotte, qui vont se battre d'ailleurs en duel pour elle, à tel point que son oncle Dominique Cabarus va la prier de quitter son logis pour aller ailleurs. Alors... Les deux combattants, d'ailleurs, se retrouveront, je vous le signale, comme généraux d'Empire à Friedland, mais eux, à ce moment-là, ils se battront ensemble contre les Russes. Je parlais tout à l'heure de la guillotine à Bordeaux. Elle se trouvait sur la place nationale, qui est aujourd'hui la place Gambetta. Et Tallien et sa maîtresse pouvaient voir la guillotine depuis les fenêtres du grand séminaire, en fait. Hein. Alors, Tallien pouvait peut-être voir cette guillotine, mais j'en doute. Quant à Thérésia, non, parce qu'elle n'a jamais voulu habiter ici à cause
du nombre de révolutionnaires qui habitaient ce grand séminaire de Bordeaux. Oui. Les deux entrées étaient barricadées par des canons. Il y avait des tribunaux d'exception installés dans les réfectoires et des prêtres dans les sous-sols enfermés dans les prisons. Donc elle vivait dans un hôtel particulier. Donc, en fait. Elle vivait dans un hôtel particulier au premier étage, qu'on voit encore parfaitement bien au 23 cours de Verdun maintenant, qui était à l'époque le cours du Jardin Royal et le cours du Jardin Public, où elle occupait tout le premier étage et elle occupait un appartement somptueux. Quant au fameux fort du A, forteresse terrible dont je parlais tout à l'heure, il n'existe plus, enfin plus grand, il n'en reste pas grand-chose, disons aujourd'hui. Il en reste 2 tours maintenant, mais oui. C'était un fort absolument gigantesque qui a été décidé, enfin la construction a été décidée par Charles VII et la construction a commencé vers 1450-1460. C'est après la victoire de Castillon, bien sûr. Oui, c'était une prison dont le but était, après Castillon, justement, de montrer à Bordeaux qui était le maître, c'est-à-dire le roi de France, en fait. Hein. Exactement, il y a eu 2 constructions formidables, c'est le château Trompette et le fort du Hac, qui voilà, ont été construits en même temps pour montrer la suprématie du roi. Merci beaucoup Jean-Claude Fauveau. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur les lieux qu'a pu fréquenter Thérésia, comme vous dites, les deux existent, mais c'est vrai qu'à Bordeaux on dit Thérésia Cabarrus, voilà. dans la capitale de la Gironde. Votre ouvrage s'intitule L'Atalien, Thérésia Cabarrus et la terreur à Bordeaux et c'est publié chez Ferret. Merci beaucoup. Alors il faut, Emmanuel de Varesquiel, que nous insistions sur la dimension politique de cette femme, parce que moi j'ai beaucoup parlé de romance, j'ai beaucoup expliqué qu'elle avait été la maîtresse de tout le monde, et Barras et Ouvrard et tout le monde, mais elle avait quand même la tête aussi bien faite que belle. Oui, et probablement aussi une très bonne femme d'affaires. Oui. On suppose elle a fait que fortune, non seulement Tallien et Teresa se sont rencontrés à Paris, bien peut-être avant la Révolution, mais ils se sont probablement rencontrés dans une petite ville des Pyrénées-Atlantiques qui s'appelle l'Escar, non loin de Bordeaux, où Tallien se rend avant son entrée à Bordeaux en octobre 93, et où il est sans doute, mais vous savez, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, où il est sans doute question d'affaires. Nous allons bientôt reparler de cette période grâce à vous et avec vous, Emmanuel de Varesquiel, puisque vous venez de faire paraître chez Talandier un ouvrage qui s'intitule Juger la reine. C'est sorti là au début du mois. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Donc vous aurez l'occasion d'en revenir, plaisir, pour Franck. nous en parler. Merci beaucoup, Emmanuel de Varesquiel. Et dans un instant, on retourne à Bordeaux pendant quelques minutes encore. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ah, quel dîner je viens de faire et quel vin extraordinaire. J'en ai tant bu, mais tant que je crois bien que maintenant
c'est le moment de prendre de quoi noter. Après avoir découvert l'incroyable destin de Madame Tallien, vous nous emmenez maintenant au cœur d'une promenade historique dans le Médoc, avec un patrimoine riche. Parce qu'il faut quand même dire un mot de ce château Pontoise-Cabarrus. Vous en avez peut-être dans votre cave de ce vin de Bordeaux, bien entendu, qui est un grand cru bourgeois. C'est ce qu'a décidé le classement de 1978, ce qui en fait une des meilleures propriétés du Haut-Médoc. Et ce château, bien sûr, a un lien direct avec la famille dont nous parlons. Dès le XVIIIe siècle, on fait de très bons vins dans ce château qui a appartenu jusqu'en 1795 au baron de Branne, le célèbre propriétaire de Mouton, Mouton qui est devenu Mouton Rothschild, bien entendu. Et c'est le propriétaire de château Lagrange, Jean-Valère Cabarrus, qui va en faire l'acquisition et qui va donner son nom au domaine. C'est à ce moment-là seulement, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, que Pontoise devient Pontoise-Cabarrus. Alors, évidemment, la célébrité de notre Thérésia va rejaillir sur celle de la propriété, incontestablement. C'est en 1859 que les Cabarus vont concéder le domaine à la famille Bouillot, dont une descendante le vendra en 1959 à la famille Téréjol. Voilà à peu près l'histoire de ce château Pontoise-Cabarus. On va plus le boire comme avant maintenant. Non, je crois. Merci beaucoup Anissa. Demain, nous diffusons une émission qui a été enregistrée pendant la croisière Europe 1 au cœur de l'histoire. On était sur le Danube. Exactement. Et cette émission, elle est consacrée à Freud.